Bonjour Camille de Peretti. Bonjour. J'ai pris mes notes parce que j'avais peur de plus savoir de quoi ça parlait. C'est pas vous qui l'avez écrit, c'est ça? Non. Les rêveurs définitifs, c'est votre 8e roman. Oui. Nous allons à la rencontre de deux personnages, Emma et Quentin. Emma, la maman, Quentin, son fils adolescent qui a 14 ans. Emma est traductrice, elle est un peu rêveuse, c'est peu de le dire. Quentin est un ado, somme toute, comme beaucoup d'ados, c'est-à-dire passionné par les jeux vidéo, un peu difficile, parce qu'à 14 ans, on n'est pas forcément fréquentable. Et cette mère et ce fils ont tendance à se perdre, chacun dans son monde, dans son univers, elle dans ses rêves, dans ses attentes, dans ses espoirs, lui dans son monde d'adolescent. Apparemment seul, mais finalement pas si seul que ça, puisqu'on découvre que la communauté des gamers, comme on les appelle, existe bel et bien et est très présente. Comment est née l'idée de ce roman, de cette mère voilà, qui bataille seule avec son fils pour essayer de s'en sortir, pour essayer d'attraper ses rêves, justement. Elle aurait voulu être auteure, elle n'a pas réussi, elle est traductrice, pas forcément une grande traductrice aussi. Comment est née l'idée de ce livre ? Elle est partie vraiment du rêve. C'est-à-dire que je voulais écrire un livre qui parlait de toutes ces vies qu'on se rêve en plus de la nôtre, qui est quelque chose de très banal, hein, que j'appelle dans le livre des traversées. C'est des moments en fait où on est traversé par des idées. Ça prend pas des plombes, c'est quelques instants seulement, mais c'est des petites bulles qui nous permettent d'accepter la vie réelle. Je vous donne un exemple tout bête. Je me suis un peu renseignée quand même dans mon entourage. Tout le monde a imaginé qu'il gagnait au loto. On n'a pas passé notre journée à penser ce qu'on ferait avec l'argent qu'on aurait gagné, mais on se dit, ah tiens, et si je gagnais au loto, voilà. Après, ces traversées, il y en a des tonnes. Il y a des traversées que j'appelle de champions du monde, qui sont celles de mon mari, où il court 100 mètres et il s'imagine qu'il bat des records absolument incroyables. Et voilà, c'est traversé de, je sais pas, vous avez un don et vous vous dites, ah, je me poserai à un piano et je saurais jouer comme ça. Il y a des traversées de mort, où on s'imagine sa mort, la mort des gens qu'on aime, son propre enterrement. On arrive parfois à se faire pleurer soi-même pour rien. Il y a eu, pendant le confinement, c'est vrai, j'ai beaucoup demandé aux gens et beaucoup d'amis femmes m'ont dit que pendant le confinement, elles rêvaient d'un moyen très violent qui les aurait débarrassées de mari et enfants, comme ça. Et bien sûr, elles étaient très tristes, mais elles étaient libres tout d'un coup. Et voilà. Donc vous avez toutes ces traversées, évidemment, l'amour, où vous vous dites, il y a quelqu'un un jour qui va m'aimer comme ça, il va me croiser, ça va être le coup de foudre. Bon, et tout ça, bien sûr, ça n'implique aucune folie, aucune schizophrénie, on va tuer personne, on va pas se mettre à faire n'importe quoi, mais c'est des petits moments. Et partant de ça, de cette rêverie qui est quelque chose de très humain et très simple, qui touche tout le monde, je me suis dit, aujourd'hui, qu'est-ce qui change ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même la réalité virtuelle, il y a les avatars, il y a les réseaux sociaux, où tout d'un coup, la vie qu'on se rêve prend corps, c'est-à-dire qu'on peut faire croire aux autres que notre vie est rêvée et qu'on a plein d'images. Alors elles sont filtrées, les images, mais quand même on peut faire croire aux autres qu'on a une vie qui n'est pas vraiment celle qu'on mène, et on finit par s'accrocher à cette vie-là. Et je me suis dit que c'était intéressant de réfléchir à cette chose qui est très moderne, très actuelle, avec deux personnages. La mère, qui elle est une rêveuse plutôt à l'ancienne, quoi, qui fait ses petits rêves toute seule dans son coin, et le fils qui lui est vraiment parti dans le virtuel, dans les avatars. Et donc après j'ai rencontré des gamers, j'ai rencontré des gens très intéressants, j'ai regardé des heures League of Legends et Fortnite, parce que c'était pas tout à fait mon monde, mais c'était vraiment cool, ouais. Alors Emma, en début de roman, se découvre un gros souci d'argent. Il faut absolument qu'elle trouve une somme. Et elle va se voir proposer quelque chose d'un peu particulier. Une entreprise qui s'appelle Kiwi va lui proposer une mission qui consiste à réfléchir à un logiciel de traduction extrêmement performant. Proposition assez perverse, puisque ça consisterait quelque part à annuler... à scier la branche
sur laquelle elle est assise. Elle est assise. Ouais, alors ça, ce logiciel existe, hein, vous le savez certainement. Il y a des logiciels de traduction qui sont de plus en plus pointus. Et en fait, pour avoir travaillé, j'ai traduit des livres et j'ai aussi travaillé dans une entreprise qui a un nom qui ressemble à Kiwi, et dont voilà, je ne dis pas comment ça s'appelle, parce qu'on ne veut pas de problème, et qui ont un logiciel de pointe comme ça, et c'est passionnant parce qu'en fait, ça c'est de l'intelligence artificielle dans ce qu'elle a de plus fascinant et de plus terrifiant. En gros, comment est-ce que ça se passe? Alors, on ne va pas parler des champs de neurones et tout ça, mais c'est quand même vachement intéressant. Enfin, j'en parle dans le livre, moi je trouve ça très intéressant, tout ce qu'on m'a expliqué là-dessus. Mais la traduction aujourd'hui, ça peut se faire en simultané. Donc là, je pourrais être en train de parler et sur l'écran, ça pourrait s'afficher en allemand, en anglais, en espagnol, et vous seriez très étonnés de voir qu'il n'y a quasiment pas d'erreur, parce que je fais des phrases très simples, sujet, verbe, complément. Mais si jamais je commençais à réciter de la poésie et à dire les sanglots longs des violons de l'automne, ça donne plus rien. C'est-à-dire que le logiciel, il n'arrive plus à comprendre. Parce qu'en fait, il n'y a rien à comprendre dans les sanglots longs des violons de l'automne. Il y a tout à imaginer. Et ça, les logiciels de traduction butent sur tout ça et ils sont en train d'essayer de comprendre ce qui fait une allitération, ce qui fait un style, ce qui fait... Et en fait, c'est mon héroïne, Emma, elle arrive à ce moment-là. Elle arrive dans ce groupe de réflexion pour essayer de comprendre le logiciel du futur qui va traduire, alors là, non seulement traduire tous les livres du monde en un seul clic, c'est-à-dire que, parce qu'on dit oui, mais on n'a pas besoin, il y a déjà plein de traducteurs formidables qui font un très beau boulot et tout ça, mais oui, ça marche pour les stars qui sont traduits, mais pensez à tous les livres du monde qui n'ont pas la chance d'être traduits, et là, ils pourraient être accessibles en 1 seconde. Il y a ça, et puis après, à partir du moment où vous avez ce logiciel, qui est le logiciel de la forme et plus du fond, à ce moment-là, si vous allez jusqu'au bout de l'idée, et il y a plein de gens qui y réfléchissent, hein, vous pouvez écrire des livres en un seul clic aussi, c'est-à-dire que vous pouvez écrire La Suite des Misérables, vous pouvez écrire un poème de Baudelaire, une fable de La Fontaine qui s'appellerait Le saucisson et le cornichon. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous donnez les données au logiciel et il vous fabrique de la littérature dans le style de l'auteur estampillé 18e siècle ou machin. Il peut vous écrire les best-sellers de demain, enfin il peut tout faire. Donc c'est la fin de la traduction et de la littérature. Et ça, c'est pas mal. Donc, on a hâte. Et voilà. Alors, il y a, je le disais au début, l'enjeu de la relation entre Emma et Quentin. Ils se sont un peu perdus en cours de route. Elle dans ses rêves, lui dans son adolescence, et puis aussi dans la difficulté d'échanger, de communiquer. Oui, tout simplement. En fait, je pense que c'est plus une situation... Lui, c'est un adolescent qui aime les jeux vidéo, mais il n'est pas non plus... addict ou complètement fou, enfin fermé ni rien, c'est un adolescent assez banal. D'ailleurs, pour avoir rencontré pas mal de gamers pour écrire le livre de 14 ans, j'étais très étonnée en fait par le fait qu'ils étaient assez équilibrés. Ils passaient beaucoup d'heures sur leurs écrans, mais ils avaient des potes, ils étaient sympas quand on s'intéressait à ce qui les intéressait. Et les parents me disaient oh non, c'est l'enfer. Donc c'était pas, j'ai pas du tout voulu en faire un stéréotype du geek et tout ça. De même que elle rêve, mais elle rêve pas plus que moi. Enfin, je veux dire, elle a sa petite vie, quoi. Et donc ils s'éloignent, oui, parce que c'est l'adolescence, parce qu'elle est mère célibataire, parce qu'elle a ses problèmes. Mais le but, c'était qu'il y ait vraiment une intrigue dans le livre pour qu'on tourne la page et pour qu'on se dise comment est-ce qu'ils vont se retrouver, en fait. Parce qu'il y a ce truc du dark web, parce que j'ai aussi été sur le dark web. Mais peut-être dire 2 mots sur ce que c'est que le dark web. Le dark web, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'internet caché où on peut trouver effectivement toutes sortes d'horreurs, les trafics, acheter de la drogue, commander un meurtre ou une prostituée. Mais il y a aussi toutes sortes de choses. Il y a sur le dark web, si vous allez y passer du temps, il faut... vous avez tous les complotistes, vous avez tous les soi-disant les manuscrits cachés du Vatican, tous les trucs c'est très étonnant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant et ça m'amusait que mon petit Quentin, il y plonge un peu, ouais.
Oui, Quentin va plonger là, et quelque part, après cette plongée dans le dark web, après l'implication d'Emma dans cette mission à laquelle elle va finalement accepter de participer parce qu'elle n'a pas le choix, en fait, pour des raisons financières, mais qui du coup va soulever plein de questionnements, chacun dans sa plongée va ressortir pour quelque part mieux se retrouver. Oui. Et puis elle aime son fils. Et lui, il aime sa mère. Mais c'est... Enfin, je voulais vraiment qu'ils soient attachants tous les deux. Et oui, bien sûr, qu'ils se retrouvent. Alors, on a parlé de rêve. Il faut parler de la manière dont ça s'inscrit dans ce livre. C'est-à-dire qu'on suit l'intrigue, on suit leur quotidien. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. Et on découvre après qu'en fait c'était dans la tête d'Emma ou c'était dans celle de Quentin. C'est vraiment, c'était la chose la plus difficile à faire en fait, c'était d'arriver à avoir les personnages du livre qui vivent leur vie réelle et tous les personnages que chacun s'imagine, parce qu'il n'y a pas que la mère et le fils, il y a toute une galerie de personnages, il y a la grand-mère, il y a la meilleure amie, il y a les machins. D'ailleurs ça joue assez avec les codes de la comédie romantique, enfin il y a plein de personnages un peu comme ça. Et chaque personnage, en fait, se rêve une vie à côté. Et je voulais qu'à un moment, le lecteur se perde un peu, se dise « Mais attends, ça c'est arrivé ou c'est pas arrivé ?» Et il y avait une scène d'ailleurs qui n'est pas dans le livre, qui était la scène d'ouverture et qu'on a changé après. C'était un homme qui était dans son bureau avec son boss qui lui annonçait quelque chose et il lui répondait de manière absolument brillante, quelque chose de très percutant et il avait vraiment les bons mots au bon moment et il se laissait pas faire et il partait du bureau en claquant la porte. Et après, juste après avoir claqué la porte, l'eau ruisselait sur son torse et il était sous sa douche. Et on se disait comment ça, il a claqué la porte, il est sous la douche. Et on comprenait en fait que le type, il se refaisait la scène, mais qu'en fait, quand ça s'était passé dans le bureau, il n'avait rien répondu à son boss du tout, il était resté comme un imbécile. Mais en revanche, sous la douche, il se faisait tout son film de « et je lui aurais dit ça à ce gros con », etc. Et voilà, et c'est un truc, enfin, je ne sais pas si vous pensez à ça sous la douche, mais moi, c'est quelque chose souvent, j'ai beaucoup de réparties sous la douche. Et voilà, donc cette première scène, elle était supposée ancrer le livre, et après, on s'est dit, peut-être c'est trop compliqué et tout ça, parce qu'il faut vraiment que le lecteur accepte ces triples narrations, quadruples narrations. Et voilà. Et en même temps, c'est ces triples narrations qui nous permettent de comprendre vraiment l'identité des personnages, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment non seulement dans l'esprit, mais quelque part dans le cœur d'Emma, de ses aspirations, de ses craintes. Si vous dites ça, je suis contente. Non, c'est chouette. C'est vraiment ce que je voulais faire. Ouais. C'est... À la fois, vous disiez qu'il y avait un petit côté comédie romantique, c'est-à-dire que cette Emma qui vit seule avec son fils, elle cherche l'amour. Ouais. Et puis, elle est traductrice de comédie romantique. Au départ, elle était traductrice de chick lit, puis ça dévie. Elle passe au porn mom parce qu'elle suit les modes. Et après, elle est actuellement, quand le livre se passe, elle est dans le feel-good book, ce qu'elle déteste absolument. Parce qu'elle est, voilà, elle est tout l'opposé de ça d'une certaine manière. Donc, mais elle connaît parfaitement les codes, elle connaît parfaitement les modes littéraires et tout ça. C'est un truc avec lequel j'essaye de jouer dans le livre. Et oui, elle cherche l'amour, mais l'amour aujourd'hui pour une jeune femme comme ça, elle finit quand même sur des sites de rencontres, quoi. Alors, elle va pas sur Tinder, elle va sur Tilt. Voilà, j'ai changé tous les noms, comme ça on n'aura de problème avec personne. Mais oui, c'est ça. Oui, elle va sur les sites de rencontres, évidemment, mais elle est pas constituée pour ça. C'est-à-dire qu'elle reste, comme vous disiez, une rêveuse à l'ancienne. Elle se débrouille pas mal quand même. Moi, je trouve, alors, c'est vrai, j'ai des gentils amis qui m'ont ouvert leur profil, qui m'ont tout montré, etc. C'était super, on a passé des bonnes soirées. Mais ouais, elle se débrouille pas mal parce que c'est une fille qui est assez libre, indépendante et qui accepte de consommer comme ça, presque de manière hygiénique, en fait. Ouais. Mais bien sûr qu'elle croit à l'amour et bien sûr qu'elle espère, et c'est pour ça qu'il y a aussi une intrigue amoureuse dans le livre qui est importante. L'intrigue amoureuse est importante, mais quand même reste le noyau de cette relation mère-fils. Oui, c'était ça le plus important. Une histoire d'amour, si j'ose dire, entre la mère et le fils, dans un monde où chacun semble vivre ses rêves de son côté, où en réalité, ils sont aussi embarqués dans une même histoire. C'est ça, c'était vraiment le cœur du livre. Ouais. Merci infiniment, Merci Camille beaucoup. de Peretti. Les rêveurs définitifs, c'est votre nouveau roman, 8e roman.